Bonsoir, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec la marche des enseignants organisée à Thiès. Les artères de la cité du Rail ont refusé du monde ce mercredi avec cette marche nationale des enseignants regroupés autour des syndicats. Les enseignants exigent le respect des accords signés avec le gouvernement depuis la date du 30 avril 2018. Saourou Sen est le secrétaire général du SAEMS. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de nos reporters Aïssatou Sow, Ndeye Koumba Fall. Nous le revoilà encore à Thiès. Et je le dis solennellement, c'est de l'unique responsabilité du gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal avait dit qu'il allait signer avec les organisations des travailleurs, mais des accords réalistes et réalisables. Camarades, l'histoire a montré que les accords que nous avons signés depuis 2014, il s'y ajoute d'autres accords de 2018, parmi lesquels accords, il n'y a pas encore de respect sur nombre de questions que le secrétaire général Abdoulaye Ndoye vient d'indiquer tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je voudrais commencer mon allocution par remercier très chaleureusement les forces de sécurité du Sénégal. Dire aussi, camarades, nous sommes des Sénégalais et il n'y a que le Sénégal qui compte pour nous. Et dire aux autorités sénégalaises, mais les gouvernements passeront, mais les enseignants resteront avec le Sénégal et les Sénégalais seront contents. Et c'est la raison pour laquelle, camarades, lorsque le préfet a voulu faire dans le dilatoire, en ne nous donnant pas à temps, mais l'autorisation de marche, c'était pour démoraliser, décourager, démoraliser ou démobiliser les enseignants. Mais camarades, je vous le dis, heureusement, vous êtes là, tous très engagés. C'est pourquoi, camarades, nous n'avons pas peur et nous allons obliger l'État du Sénégal à respecter ces accords parce que nous sommes sûrs que vous êtes derrière nous. Et camarades, ces accords, je vous le dis, l'engagement du chef de l'État sur le système de rémunération, c'était de nous dire, oui, chers enseignants du Sénégal, vous avez raison. On ne peut pas avoir une fonction publique où les agents se regardent en chaîne de faïence, les uns accusant les autres d'être mieux payés ou d'être mal payés. Il faut qu'on y mette fin. Monsieur le Président de la République, nous vous adressons à vous solennellement. Nous exigeons la mise en fin, mais de cette inéquité qui caractérise le système de rémunération. Nous restons toujours avec ce mouvement national des enseignants, le respect des accords signés depuis 2018, système de rémunération juste, équitable, revalorisation de la fonction sont les principales revendications des enseignants et le gouvernement doit respecter ses engagements. Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du QSEMS, l'a réitéré lors de la marche nationale qui était organisée ici à Thiès. Les propos sont recueillis toujours par Aïssatou Sow, Ndeye Koumba Fall. Camarades, le combat que nous menons est un combat pour l'équité et la justice sociale. Les enseignants du Sénégal doivent être traités avec impartialité, justice et équité. Camarades, justice, équité, justice, équité, justice, équité, justice, équité, justice, équité, justice, équité. Camarades, vous méritez les hommages et les honneurs de toute la nation sénégalaise. Pendant la période de Covid, vous vous êtes impliqués, vous avez participé matériellement, financièrement, et vous avez, grâce à votre dévouement, on a pu organiser les examens de fin d'année. Camarades, le combat que nous menons est un combat pour sauver l'école sénégalaise. Les salaires des enseignants sont des salaires dérisoires. Nous sommes les exploités de la fonction publique. Nous sommes les marginalisés. Nous sommes les grands perdants.
Camarades, nous travaillons dans des classes pléthoriques, des abris provisoires. Camarades, nous travaillons dans des écoles sans toilettes, sans eau. Néanmoins, nous faisons d'excellents résultats. C'est pourquoi, camarades, encore une fois à Thiès, dans cette ville de refuge, je voudrais ici et maintenant dire merci, Djeredjeuf, à Lumbara, à tous les enseignants du Sénégal. Camarades, nous exigeons un système de rémunération rénové, juste, équitable, motivant et attractif. Après cette marche nationale qui était organisée ici à Thiès, le secrétaire régional du SAEMS se dit satisfait de cette mobilisation. Pour lui, la bataille va continuer jusqu'à la satisfaction des revendications. Sirakat Gueye est le secrétaire régional du SAEMS. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Cécile Sène, Malik Laïdiouf. Et cette grève est motivée par le non-respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal le 30 avril 2018. Et ces points constituent ce qu'on appelle les points d'échappement par rapport à notre lutte, ou bien par rapport à notre gouvernement. Le premier point, c'est les lenteurs administratives. Le président avait pris une décision d'aller vers la dématérialisation. Jusqu'à présent, rien n'est fait. On reste à nos attentes. Le deuxième point, c'est par rapport à la correction du système de rémunération. Le président avait pris l'engagement ferme d'aller vers la correction depuis 2018. Rien n'est fait. On demande au président de prendre ses responsabilités en deux mains et de corriger ce système marqué donc d'inéquité, d'injustice et donc d'inégalité. Ça ne peut plus continuer ainsi. Le monde enseignant réclame justice sociale, réclame un traitement salarial égal ou au moins acceptable. L'autre aspect, c'est par rapport à la formation des enseignants. Oui, la grève prendra fin dès que le président de la République prendra sa responsabilité et assume, et ce qu'on appelle respecte ses engagements avec son gouvernement. Et ces engagements, nous les connaissons tous, 11 points. Et parmi ces 11 points, il y a des efforts qui ont été faits parmi certains points, mais rien n'a été fait par rapport à d'autres points. Et je note également la question donc, de ce qu'on appelle la création du corps des administrateurs scolaires. Au niveau de nos établissements, les chefs d'établissement gouvernent, gèrent des établissements sans aucune formation préalable. Et c'est ce qui est à l'origine de beaucoup donc de difficultés et de problèmes entre ce qu'on appelle les adjoints et les chefs d'établissement. Et la création de ce corps pourrait au moins permettre à ces gens-là d'être formés en termes de gestion de ressources humaines, en termes de gestion de ressources financières, mais surtout en termes de ressources donc de ce qu'on appelle de tout ce qui est bâtiment et autres au niveau donc des établissements ou infrastructures. Et l'environnement scolaire également pose problème. Le cadre de vie pose problème. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'abris provisoires. Les tables bancs ne sont pas suffisants. Il y a un manque criard donc de professeurs donc, au niveau donc, des écoles. Ce qui fait que le problème est inquiet. Il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle une sorte donc de table rase, ou bien je veux dire une large table de concertation pour qu'on puisse régler une bonne fois pour toutes donc, les problèmes liés au système éducatif sénégalais. Ok, je vous remercie. Et nous parlons de ce mouvement avec les ex-salariés et actionnaires des ICS qui sont regroupés en association. Ils ont tenu une assemblée générale ce mardi 11 janvier. L'objectif visé est de récupérer leurs actions. Quelle stratégie pour récupérer nos actions? Tel est le thème de la rencontre organisée par cette association. Damba est le porte-parole du jour de ces actionnaires. Je vous propose de le suivre. Il nous fait ici l'économie de cette rencontre. Depuis 2002, nous avons une action. Toutes les difficultés ont commencé en 2002. C'est en ce moment que nous avions acheté toutes nos actions. C'est simplement en 2008 qu'on nous a signifié que nous avons perdu nos actions. Aucune loi ne nous a signifié que nous avons perdu nos actions.
En fait, c'est de la magouille qui va nous faire perdre nos actions. Dire que les ICS sont en faillite, c'est des leurres. Ce n'est pas conforme à la vérité. C'est une faillite organisée. Nous sommes décidés à récupérer notre argent. L'Assemblée générale stipule que l'État doit discuter avec la justice. Et dès l'instant qu'il y a discussion, cela démontre que nos actions sont là et que nos actions sont réelles et que nous ne les avons pas perdues. Nous sommes en 2022. Nous n'avons rien reçu. Et nous demandons pour cela à l'État de nous remettre nos actions. Nous n'avons ni plan B, ni plan A. Tout ce que nous faisons est mûrement réfléchi. loo tax ñun ay plan B ak plan A yaakaar naa daal lépp lu ñuy def ce sera mûrement réfléchi ndax amatuñu doole xel la ñu yor. La route qui passe par le CNEPS et devant la grande mosquée de la cité Malick Sy porte désormais le nom de El Hadji Ngor Ndour. Il fut pendant longtemps le principal du CEM Ousmane Ngom. Elle a été inaugurée ce lundi par la municipalité de Thiès-Ouest. Écoutons le témoignage de Baro Cissé, qui fut son adjoint durant longtemps au CEM Ousmane Ngom. Les propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Notre cœur d'un homme au destin exceptionnel qui, par-delà les vicissitudes de la vie, a réussi ce que l'autre appelle un authentique accomplissement. Permettez-nous ensuite d'exprimer au nom de tous les collègues notre profonde et déférente gratitude au maire de la commune de Thiès-Ouest ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir si judicieusement décidé de proposer le nom de El Hadji Ngor Ndour, ci-devant principal de collège, enseignant distingué et bon père de famille, à l'admiration des citoyens de notre ville et par-delà cette dernière à celle de la nation entière. En vérité, choix ne pouvait être plus inspiré que de donner à titre posthume le nom d'une de nos rues à ce fils du pays venu des terres prodigues du Sine, qui après un parcours glorieux de 39 années en tant qu'éducateur avait réussi en ce fameux mois de décembre 1994, il y a de cela 27 ans, à réunir autour de sa personne et de son œuvre une immense foule d'admirateurs, de parents et d'amis accourus pour le célébrer et exalter la fin magnifique de son sacerdoce, je devrais dire de son apostolat d'enseignant émérite. À toute la belle communauté éducative, il offrit ce jour-là une grande fierté, une légitime bouffée d'orgueil, traduisant ainsi la beauté et le caractère quasi qu'après 27 années d'absence, par un de ces détours prodigieux de l'histoire, il nous revient nimbé d'un prestige renouvelé, comme pour un ultime message, et conquérir post-mortem cette distinction honorifique, je devrais dire cette présence désormais éternelle dans l'empire des esprits et des cœurs. Et nous parlons de ce rejet de la proposition de loi sur l'homosexualité. Le calife de Ndiassane solidaire des porteurs de l'initiative législative. Cheikh Bekay Kounta a saisi l'occasion pour snober et sermonner les députés tout en martelant que l'homosexualité est bannie par l'islam. Écoutons le porte-parole du calife, le calife Abdourahmane Kounta. Ses propos sont recueillis par Cheikh Fall. Ils sont venus nous voir pour cela. C'est Dieu d'abord qui l'a déclaré, que celui qui épouse ces genres de démarches sur l'homosexualité recevra des sanctions divines. Lorsque les émissaires sont venus le voir, il a signé à cause de sa courtoisie, de sa religion, de sa politesse, aussi du sens de ses responsabilités qui pèsent sur ses frères épaules. Quant à la loi, il faut l'appliquer pour tous ceux qui violent cela. Il avait demandé aux décideurs, aux députés de voter cette loi. Il a abandonné donc dans le même sens. Le projet de loi pour la criminalisation de l'homosexualité a été rejeté par l'Assemblée nationale. Le Saint-Homme rejette donc cette homosexualité et dans tous les domaines.
Le calife de Ndiassane s'est également prononcé sur les élections locales à venir. Il a appelé les acteurs à plus de retenue en vue d'une élection apaisée. Suivons toujours son porte-parole, Abdourahmane Kounta. Les marabouts sont les représentants de Dieu. Là où ils sont, c'est la lecture du Coran et l'adoration de Dieu. Le marabout l'a dit que là où il est assis, il est représentant de Cheikh Namo Kounta. Il n'a pas de temps à perdre. Il n'a pas de temps d'aller nulle part, ni même de voyager. Et il prie toujours pour que la paix règne dans ce pays. L'homme croit à la naissance, mais aussi à la mort. Il s'agit d'aider les populations et de répondre à leurs attentes. C'est le vœu du marabout. Et justement, pour parler de ces locales 2022, la distribution des cartes des électeurs en vue de ces élections locales du 23 janvier se poursuit dans l'arrondissement de Thiès-Nord. Une distribution qui connaît un ralentissement depuis quelques jours, selon l'adjoint du préfet Ndiouga Mbao. En marge de cette campagne électorale, 30 cartes sont distribuées contre 50 au tout début de cette distribution. Il exhorte les potentiels électeurs à venir retirer leurs cartes. Ndiouga Mbao, que je vous propose de suivre, il est au micro de nos reporters Fatou Karageye, Moussa Baye. La distribution des cartes, elle se poursuit, comme toujours d'ailleurs. Seulement ces derniers jours, nous avons quand même constaté que les citoyens viennent récupérer leurs cartes, mais timidement. Effectivement, à quelques jours des élections, ce qu'on a l'habitude de voir, les gens attendent toujours la dernière heure, la dernière minute pour venir récupérer leurs cartes. Cela pourrait être un facteur explicatif. Jusqu'à la date d'hier, nous sommes à 1179 de cartes distribuées. Des cartes issues de la dernière révision des listes électorales. Nous les invitons à venir récupérer leurs cartes parce que la commission elle fonctionne tous les jours de 8h à 18h, y compris également le samedi. Maintenant, la distribution se poursuivra jusqu'à la veille du scrutin. Par jour, dernièrement, je peux dire que nous sommes à pratiquement aux environs de 30 cartes par jour, ou bien moins. Parce que globalement, on a un taux de 54,25% de distribution, surtout ces derniers jours, dernières semaines. Et nous parlons de cette sanction de la CEDEAO, la sanction au Mali. La communauté des Maliens vivant à Thiès est très remontée contre les dirigeants de la CEDEAO et la France. La CEDEAO a agi sur le dictat de la France qui a du mal à accepter la présence de l'armée russe. Ils minimisent ces sanctions de la CEDEAO et disent s'en remettre à Dieu. Suivons le reportage de notre stagiaire maison, Aïssatou Sow, qui a fait un tour. Fermeture des frontières, gel des avoirs maliens, suspension des transactions, telles sont les sanctions prononcées par la CEDEAO contre le Mali en représailles au refus de la junte d'organiser des élections en février prochain, comme annoncé. Des sanctions largement critiquées par la communauté malienne vivant à Thiès. Selon Mohamed Marigo, la CEDEAO ne représente rien et elle agit sous les directives de la France. CEDEAO ne vaut rien. Vous m'exigez, mais CEDEAO ne vaut rien. Il ne dit pas la vérité. Pendant que les gens tuent au Mali, ils détruisent le village, les enfants, le père, le vieux, tout le monde. Est-ce que tu as vu, les CEDEAO viennent de plein? Il faut arrêter de cesser ça. Jamais. Parce qu'ils travaillent pour la France. Nous, on ne travaille pas avec la France, c'est fini. Nous, on n'a pas d'esclaves. Nous sommes des Maliens fiers d'être Maliens. Ah, ok. CEDEAO n'a rien fait chez nous. France n'a rien fait chez nous.
Oui, parce que nous on appelle le Russie. Pourquoi on appelle le Russie? Parce que la France ne vaut rien. Issa Diarra abonde dans le même sens que son prédécesseur. Il estime qu'ils sont des musulmans et ils s'en remettent à Dieu. Selon lui, la CEDEAO n'a jamais été présente pour le Mali. Toujours, nous sommes des musulmans, nous remercions le bon Dieu. La CEDEAO ne doit pas oublier que Dieu est là. Elle a fait ce qu'elle voulait. Vraiment, la CEDEAO n'agit pas pour l'intérêt de la population. Des pays à l'image de la Guinée restent solidaires au Mali. La junte dirigée par le colonel Mamoudou Doumbia a fait savoir que les frontières terrestres, aériennes et maritimes de la Guinée restent ouvertes au Mali. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Ce round-up est signé notre consoeur Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale par le conseiller régional pour l'information et de la communication du bureau de l'UNESCO Afrique de l'Ouest, Michel Kemo, qui dit souhaiter le renforcement de la couverture de la problématique de la migration par les médias à travers des desks spécialisés. Notre souhait est de voir émerger des actions allant dans le sens de renforcer au sein des rédactions la couverture de la problématique de la migration de manière suffisamment élargie avec la création de desks migration. En vue de permettre au grand public d'être informé de façon crédible sur le sujet, a-t-il déclaré. Et puis, dans un but précis de faire du Sénégal la destination touristique de référence et de faire du tourisme un vecteur de développement social et territorial par le biais du relèvement de la qualité de la diversité de l'offre touristique. La SPT, Agence sénégalaise de promotion touristique, a organisé ce 13 janvier un atelier de partage pour la mise en œuvre d'un développement de produits touristiques d'un programme de promotion des investissements touristiques du pôle Dakar, mais également valoriser Dakar en tant que ville de tourisme urbain. Et enfin, de bien réguler le secteur des médias au Sénégal, le directeur de la communication du ministère de la Communication a annoncé une série de mesures qui seront prises par le gouvernement sénégalais. Des mesures qui vont de l'organisation de l'assainissement du secteur. Maintenant, ceux qui n'ont rien à voir dans le secteur, nous allons les extirper à travers la carte de presse, à travers la structuration des entreprises de presse. C'était tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Et sur l'international, pour les faits les plus saillants, ce round-up est signé par notre consoeur Fatou Fall. Démarrons l'actualité internationale au Mali. La junte appelle à des rassemblements contre les sanctions. À l'appel de la junte malienne, une importante manifestation est prévue ce vendredi 14 janvier dans la capitale malienne, place de l'Indépendance. L'objectif est de dénoncer les sanctions contre le Mali prises lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO. De nombreux hommes et femmes politiques, des responsables d'associations et des mouvements de jeunesse ou encore des citoyens sont attendus à la manifestation de ce vendredi. Ensuite, toujours au Mali, le secrétaire général de l'ONU réclame un calendrier électoral acceptable. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé jeudi 13 janvier au gouvernement malien un calendrier électoral acceptable à la veille de manifestations dans le pays. À l'appel de la junte au pouvoir pour dénoncer les sanctions récentes prises par la CEDEAO, il est absolument essentiel que le gouvernement malien présente un calendrier acceptable du point de vue des élections, a déclaré le chef de l'ONU lors d'une rencontre avec des journalistes. Il a précisé espérer entrer en contact rapidement avec le gouvernement malien.
Terminons avec la manifestation au Soudan, au moins 2 morts, dont un général de la police. Ce jeudi, dans la capitale soudanaise, les manifestants ont tenté de se diriger vers le palais présidentiel, mais un important dispositif sécuritaire avait été déployé dans Khartoum. Les désordres ont été éclatés dans plusieurs quartiers. Selon un communiqué officiel de la police, un général de brigade est décédé cet après-midi dans le centre. Il a été poignardé à mort par des manifestants, a précisé un porte-parole des forces de l'ordre sans plus de précision. C'était tout pour les actualités internationales. Et en espoir, nous suivons Ndeye Kombofal avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui est en train de se jouer au Cameroun. L'actualité sportive est dominée par la CAN. Pour son deuxième match de la CAN 2021, le Cameroun a disposé de l'Éthiopie sur le score de 4-1. Une victoire synonyme de qualification en phase finale pour les Lions indomptables. Avec 6 points en 2 matchs dans le groupe A, le Cameroun se qualifie donc déjà pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Éthiopie, de son côté, devra réaliser un exploit contre le Burkina Faso à la dernière journée pour finir dans les meilleurs 3e. Mais la mission pour se hisser en 8e de finale s'annonce bien complexe. Et puis la Confédération africaine de football a validé dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 janvier la victoire du Mali face à la Tunisie, 1-0. Le match avait été écourté de quelques minutes par l'arbitre, provoquant un scandale et la colère des Tunisiens. Cet incident a terni l'image d'une Coupe d'Afrique des Nations déjà malmenée par la valse, des tests positifs et des forfaits de joueurs. Terminons par la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui se joue actuellement au Cameroun. Mais cette grande fête du football africain a failli ne pas avoir lieu en raison de la réticence de certains clubs européens à libérer leurs joueurs. Mais dans ce bras de fer, nombreuses sont ces fédérations africaines qui en sont sorties gagnantes. Pour éviter que ce genre de scénario se répète, la Confédération africaine de football a prévu d'organiser la 34e édition de la CAN sur la même période que celle de 2019. En effet, la CAN 2023 devant se dérouler en Côte d'Ivoire devrait se jouer du 23 juin au 23 juillet de la même année, selon un communiqué de la CAF publié par la Fédération algérienne de football. C'était tout pour l'actualité sportive. Et pour être tout à fait complet dans cette page sportive, le volleyball du Sénégal prépare un tournoi de la zone 2 qui va se dérouler du 13 janvier au 17 janvier en Gambie. Elhadji Bousso Ndiaye est le directeur technique du volleyball au Sénégal. Il nous fait ici l'économie de cette préparation. Il est au micro de notre reporter Khalifa Fall, accompagné de de Malik Laïdiouf. Donc actuellement, on est en préparation pour le tournoi de la zone 2 qui doit se dérouler en Banjul du 13 au 17. Donc on part avec une base locale, surtout avec des jeunes, parce que c'est une équipe en reconstruction. Et je crois qu'une fois en Gambie, les filles vont donner le meilleur d'elles-mêmes pour pouvoir défendre dignement les couleurs du pays. Voilà. Voilà, la motivation est d'abord intrinsèque parce que c'est des jeunes, pour la plupart, il n'y a que 3 anciennes qui sont là. Donc le fait d'être sélectionné et d'aller représenter le pays, c'est déjà une motivation. Le reste maintenant, le Sénégal a toujours montré un leadership au niveau de la zone 2. Et nous allons en Gambie également pour confirmer ce leadership-là. Parce qu'on a confiance en elles, ce n'est pas parce qu'elles sont jeunes, mais elles ont du talent. Et je crois qu'une fois en Gambie, elles vont s'exprimer très bien. Ouais, ouais. Le dernier mot, c'est de lancer un appel aux autorités sénégalaises d'avoir un œil sur cette équipe-là, une équipe très jeune, mais très prometteuse. En tout cas, si on investit sur ces jeunes-là, d'ici peu, elles peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction. Le manque de moyens, effectivement, ça existe, mais on va faire avec. Parce que le tournoi de la zone 2 est entièrement financé par la Fédération sénégalaise de volleyball. Ce n'est pas le ministère, mais c'est la fédération. Donc les moyens font défaut, mais on va faire avec. On ne se plaint pas. De toute façon, le minimum était là. Et je crois qu'une fois là-bas, on va montrer que nous sommes de véritables lions. Merci beaucoup, merci.
Merci pour cette page sportive qui vient boucler ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Bon week-end. Au revoir.